Bonjour, merci de m'avoir proposé de traiter ce sujet. Il y a des sujets où on nous apprend des choses et on ne sait pas trop pourquoi on les fait dans notre vie. Et clairement, pour moi, l'hormonothérapie néoadjuvante, c'était un peu ça. Donc ça m'a permis d'apprendre des choses. Moi, je ne me suis pas dit, mais pourquoi on me pose cette question? Je me suis dit, oh, facile, l'hormonothérapie néoadjuvante. Et la première image que j'ai eue, c'est celle-ci, c'est l'image d'une dame un peu fragile à qui on n'a pas envie de faire de chimio. Donc on va lui faire une hormonothérapie néoadjuvante parce que c'est quand même beaucoup plus facile à tolérer. Mais il y a eu le deuxième effet qui se coule. Du coup, je me suis plongée dans les recommandations qu'on a, et notamment les recommandations de l'ESMO de 2019, qui favorise en fait le traitement néoadjuvant pour les tumeurs qui font plus de 2 cm. Du coup, excusez-moi, les tumeurs de plus de 2 cm. Et c'est clairement établi pour les triples négatifs et les HER2, on ne se pose plus la question actuellement. La question des tumeurs luminales est plus difficile à établir et les recommandations ne nous aident pas trop en fait. Puisque les recommandations nous disent que ça dépend du niveau des récepteurs aux œstrogènes et des récepteurs à la progestérone, de la prolifération, du risque génomique, de la masse tumorale et de la préférence du patient. Amusez-vous bien, prenez une décision. Du coup, on va essayer de se pencher un peu plus dessus. Donc, le traitement néoadjuvant, comme je vous disais, ça a un vrai intérêt pour permettre une chirurgie conservatrice pour nos patientes. C'est très clair pour les traitements triple négatifs et HER2, puisque ça nous a permis, en fait, de modifier sur les dernières années notre prise en charge des patientes. Pour celles qui ne sont pas en réponse complète après traitement néoadjuvant, pour adjoindre un traitement adjuvant. Dans les cancers luminaux, c'est plus difficile à définir parce qu'on a, on a moins de réponses complètes puisqu'il y en a moins de 10%. Et on sait très bien que les hormonothérapies, ça marche quand même mieux, vu au moins dans les cancers hormonodépendants au niveau métastatique, puisque maintenant, on propose directement de l'hormonothérapie, sauf crise viscérale. Du coup, qu'est-ce qu'il en est des cancers localement avancés? Du coup, on va se poser la question en 3 parties, 3 matchs quelque part, de quelle hormonothérapie on peut proposer à nos patientes, quel est le bénéfice ou est-ce que c'est moins bien de faire une hormonothérapie par rapport à une chimio et les thérapies ciblées. Alors du coup, hormonothérapie versus hormonothérapie. Donc historiquement, le tamoxifène est apparu avant les anti-aromatases. Donc on a d'abord testé le tamoxifène, puis on l'a comparé aux anti-aromatases. Du coup, il y a une méta-analyse de Spring parue en 2016 qui montre que il y a clairement, tout est en faveur des anti-aromatases au niveau de la réponse clinique, de la réponse radiologique et en faveur en nombre de réponses en termes de chirurgie conservatrice. Donc, on va proposer en priorité une anti-aromatase à nos patientes. Ensuite, la question qui a été posée, c'est quelle anti-aromatase? Et donc, il y a l'étude d'Acosoc Z1031 par Ellis et son équipe, parue en 2011, qui montre qu'il y a une équivalence des 3 anti-aromatases. Ensuite, on peut se poser la question du fulvestrant, puisque au niveau métastatique, ça a montré aussi un vrai intérêt. Et donc, il y a 2 études françaises qui ont étudié fulvestrant versus anastrozole, qui n'étaient pas comparatives, mais notamment pour la deuxième, qui montrait qu'il y avait un bénéfice, mais pas significatif forcément. Et donc, c'est une possibilité. Une fois qu'on a établi qu'on va probablement donner des anti-aromatases à nos patientes, il y a la question qui se pose de quelle durée. Parce que dans les chimiothérapies, on a nos protocoles, on sait où on va. Alors, dans les différentes études, il n'y a pas réellement de durée claire. Il y a plusieurs protocoles qui ont été étudiés, notamment avec les différents moyens de les examiner. Et
Même dans les protocoles, les durées étaient variables. Ça pouvait aller jusqu'à 1 an. Donc il y a un article qui s'était proposé, un article italien qui s'était proposé d'émettre des recommandations quant à l'hormonothérapie néoadjuvante. Et quant à la durée, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant la recommandation qu'il nous faisait. Il nous proposait de le faire pour au moins 6 mois, peut-être pour 1 an. Mais comment on va l'évaluer et comment on va évaluer notre réponse clinique et quand est-ce qu'on va l'arrêter, c'est à nous de le déterminer. Pour une recommandation, c'est un peu compliqué. En gardant ça en mémoire, on va passer maintenant à la question de l'hormonothérapie comparée à la chimiothérapie. Alors du coup, il n'y a pas eu pas mal d'études qui ont vérifié ça, qui ont étudié ça, et il y a du coup des méta-analyses et des revues de la littérature. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de différence en termes de conservation, de chirurgie conservatrice. Donc si c'est ça notre endpoint pour savoir si on doit faire de l'hormonothérapie néoadjuvante ou la chimiothérapie néoadjuvante, c'est équivalent en termes de résultats. Et il y a une analyse poolée de 2 études qui a montré qu'en fait c'était équivalent de faire la chimio ou l'hormono néoadjuvante et que la seule vraie différence était les toxicités. Il y en avait plus sous chimio. Et donc, l'idée serait peut-être aussi de ne pas opposer, mais d'associer. Donc, il y a une autre étude qui a évalué ça. C'était la suite de l'étude ACOSOC dont je vous ai parlé précédemment. Leur objectif était en fait ils faisaient de l'hormonothérapie néoadjuvante aux patientes. Au bout de 2 semaines d'hormonothérapie, ils leur refaisaient une biopsie et ils vérifiaient la modification du Ki67 et en fonction, ils proposaient soit de continuer l'hormonothérapie, soit de passer sous chimiothérapie néoadjuvante. Et leur postulat de départ était que l'étude serait positive s'il y avait plus de 20% de réponse complète après chimiothérapie néoadjuvante. Il n'y a eu que 35 patientes qui ont été switchées et seulement 5% de réponse complète. Donc, ce n'est pas la bonne technique forcément non plus. Jusque-là, on n'a parlé que des femmes ménopausées parce qu'on a parlé d'antiaromatase seule. Et donc, il faut se poser la question des femmes non ménopausées. Donc, j'ai choisi de parler de 2 études. La première étude, c'était l'étude de STAGE, qui, sur une centaine de patientes, avait évalué anastrozole avec blocage ovarien associé ou versus tamoxifène et blocage ovarien avec une supériorité de l'anastrozole. Donc la conclusion de cette étude, mais sur un tout petit nombre de patientes, c'était que il faudrait inclure une suppression ovarienne chez nos patientes non ménopausées, chez qui on ferait de l'hormonothérapie néoadjuvante. La deuxième étude, ça comparait exemestane goséréline à chimiothérapie néoadjuvante. Il n'y avait que 51 patientes dedans. Et dans cette étude, les patientes bénéficiaient plus de la chimiothérapie néoadjuvante que de l'hormonothérapie néoadjuvante. Après, ça reste une analyse qui a été faite post-hoc, donc l'étude n'a pas été faite pour ça. Mais tous ces résultats, c'est un peu en rapport avec les résultats des respondeurs. On sait qu'on fait plus de chimio chez les patientes non ménopausées et avec soft et texte aussi. Donc c'est pas troublant. Mais de tout ça, est-ce qu'on doit se dire qu'il faut ça nous exclut la possibilité d'une hormonothérapie néoadjuvante en l'état des connaissances chez nos patientes parce que c'est pas le meilleur qu'on puisse leur proposer. Donc chez les femmes non ménopausées, on va rester plutôt à l'heure actuelle sur une chimiothérapie néoadjuvante. J'ai essayé d'alluder brièvement aux problèmes qu'on peut rencontrer dans l'évaluation de la réponse parce que pour l'avenir, c'est là qu'est le vrai problème. Et quels sont les biomarqueurs? Dans les études, ce qui a été utilisé, c'est la réponse clinique et la réponse pathologique complète ainsi que le niveau de conservation mammaire. Alors, ce qu'on voit, c'est que la réponse clinique, c'est équivalent.
Et le taux de réponse complète pathologique est effroyable. Et si on se penche un peu plus, la réponse clinique, comment elle est évaluée? Et ben, chacun fait comme il veut. Il y en a, ils mesurent à la main, il y en a, c'est au pied à coulisses, il y en a, c'est par écho, il y en a, c'est par IRM. Et donc, il y a un peu de tout, et donc c'est très hétérogène et pas vraiment évaluable. Avec les nouveaux biomarqueurs, on a quand même quelques études qui se sont penchées là-dessus, plus récentes et un peu plus reproductibles. Notamment celle-ci de Cortázar qui évaluait la réponse histologique complète chez les patientes. Et en fait, on voit que ça a un impact en fait, chez nos patientes. Mais nos courbes ont l'air très jolies comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a moins de 10% des patientes qui vont avoir une réponse complète. Et ça reste pronostic. Donc, c'est un vrai problème. Donc, si ce n'est pas la réponse pathologique, il y a le RCB qui est proche. Et donc, ça, c'est une étude qui a été faite ici. Et contrairement au triple négatif et au HER2, ben, le RCB, qui est la PCR ou le RCB1, est pronostique chez les patientes triple négatives HER2, mais pas chez les patientes luminales. Il y a une vraie différence. Donc il y a un nouveau score composite qui a été créé pour essayer d'évaluer un peu mieux la réponse chez les patientes sous hormonothérapie néoadjuvante, c'est le score PEPI. C'est un score qui évalue l'expression des récepteurs hormonaux, le Ki67, le grade et le stade, en donnant un poids différent à chacun de ces éléments après traitement. Et ils ont pu mettre en évidence trois catégories. Les patientes qui sont PEPI 0, en gros qui deviennent luminales A après hormonothérapie néoadjuvante, vont avoir un excellent pronostic, contrairement aux autres groupes. Et donc l'enjeu va être pour le futur de faire passer plus de patientes dans cette catégorie PEPI 0. Il y a d'autres marqueurs qu'on pourrait utiliser, les signatures génomiques ou l'arrêt complet du cycle cellulaire qui est très utilisé pour les thérapies ciblées. Justement, on va parler des thérapies ciblées, voir si hormonothérapie et thérapie ciblée versus chimiothérapie néoadjuvante, qu'est-ce qu'on a comme données. Alors, il y a beaucoup de thérapies ciblées qui ont été étudiées, les inhibiteurs de PI3 kinase, les inhibiteurs de tyrosine kinase, les inhibiteurs de mTOR et les inhibiteurs de CDK4/6. J'ai choisi aujourd'hui de me focaliser sur les inhibiteurs de CDK4/6 puisque ça a quand même été une révolution dans notre prise en charge chez les patients métastatiques. Donc, on va en parler rapidement. On va parler du Palbo avec l'étude Néopal. Qui s'est intéressée à 106 patientes qui étaient randomisées létrozole avec palbociclib pendant 19 semaines versus chimiothérapie néoadjuvante. Alors, les résultats, il y avait plus de PCR dans le bras chimiothérapie néoadjuvante et il y avait plus de score RCB 0 dans le groupe chimiothérapie néoadjuvante. En revanche, il y avait plus de patientes PEPI 0 avec le létrozole et le palbociclib. Donc ça, c'est en termes de pronostic, comme je vous ai montré avant, c'est hyper important. Donc ça, c'est une voie vraiment à explorer. En ce qui se concerne la réponse clinique et la chirurgie conservatrice, c'était pareil. Et il y a forcément plus de toxicité sous chimio. Hop, les autres études avec le ribociclib. Du coup, il y avait Mona Lisa 1, c'était pas tout à fait pareil, mais c'était pour vous dire que c'était une étude assez courte qui avait étudié l'effet de l'adjonction du ribociclib sur la réduction du Ki67 et ça montrait que l'adjonction de ribociclib majorait vraiment cette réduction. Il y a eu ensuite l'étude Coraline, c'était 106 patientes avec un risque de récurrence élevé selon le test PAM50 qui étaient randomisées 6 mois de létrozole ribociclib versus 4 cycles de chimio par doxocyclophosphamide et 12 taxotaires hebdomadaires, ce qui n'est pas tout à fait notre standard of care nous. Et les groupes étaient à peu près comparables et après traitement.
le nombre de patientes qui étaient passées de la classe de risque élevé à risque bas était comparable dans les deux groupes. Donc ça va peut-être devenir une vraie alternative, mais pour l'instant, ça fait pas mieux. Ça fait pas mieux. Et puis on peut pas le faire. Du coup, ce qu'on sait, c'est qu'on peut donner des anti-aromatase à nos patientes, qu'on n'aura pas moins de toxicité et qu'on ne sera pas forcément moins efficace en donnant une hormonothérapie néoadjuvante à nos patientes. Et la place des thérapies ciblées est encore à évaluer, mais prometteuse. Il ne faut donc pas opposer ces traitements pour nos patientes. Il y a plusieurs études en cours qui étudient comment agencer l'hormonothérapie néoadjuvante avec thérapie ciblée à une chimiothérapie adjuvante et pour peut-être demain réfléchir à faire comme dans les triples négatifs ou les HER2 surexprimés pour nos patientes qui auraient une tumeur luminale B. Donc j'espère qu'après ma présentation, vous ne penserez pas forcément qu'aux personnes âgées pour l'hormonothérapie néoadjuvante, mais aussi tout juste aux femmes ménopausées. Voilà.